Au sommaire ce soir, la tenue demain en Égypte du premier sommet antiterroriste. Nous ferons bien sûr le point avec tous nos envoyés spéciaux à Sharm el-Sheikh, mais aussi Jérusalem, Damas et Gaza. Invité de la rédaction Jacques Toubon, avec qui nous reviendrons sur les difficultés de lutter judiciairement contre le terrorisme, mais aussi sur les critiques de la politique gouvernementale en Corse. L'ouverture du congrès de la FNSEA avec une forte contestation autour de son actuel patron, Luc Guillot. La victoire de Laurent Jalabert qui prend le maillot blanc de leader dans le Paris-Nice cycliste. Et le début des collections de prêt-à-porter pour l'hiver prochain avec ce soir la Maison Dior. Madame, Monsieur, bonsoir. Les exercices de la marine chinoise dans le détroit de Formose ont commencé comme annoncé, alors que Washington a dépêché sur place 2 porte-avions sur cette zone avec à bord 11 000 hommes. Pékin a d'ores et déjà prévenu que toute ingérence américaine excessive pourrait conduire à la guerre. Sur place pour France 2 à Taïwan, Jérôme Bonny, Tristan Lebras. Le groupe naval américain autour du porte-avions Independence a pu constater, grâce à ses instruments d'observation, le début des grandes manœuvres aéronavales lancées ce matin par l'Armée populaire de libération dans le sud du détroit de Taïwan. Des manœuvres impliquant de nombreux bâtiments de guerre, effectuant des tirs réels. La mission des navires américains, bientôt rejoints par le porte-avions Nimitz, est de contrôler ces exercices de la marine et de l'aviation chinoise, considérés comme risqués. Le but avoué de la démonstration de force chinoise est de faire pression sur Taïwan en pleine campagne pour l'élection présidentielle. Les partisans du candidat indépendantiste ne se laissent pas intimider. Ils affrètent une flottille de 3 bateaux de pêche pour se rendre sur le lieu d'impact des missiles à blanc tirés par les Chinois du continent, en limite des eaux territoriales, dans un secteur où les chalutiers ne se rendent plus. Là, ils répondent à leur manière aux menaces de Pékin par un geste symbolique et provocateur, en brûlant le drapeau de la République populaire de Chine. Ce que l'on craint ici à Taipei face à ces manœuvres chinoises, c'est un dérapage. Personne ne croit vraiment à une action militaire directe de la Chine contre Taïwan ou contre une des îles lui appartenant. Mais les responsables politiques ici, comme les Américains d'ailleurs, estiment que l'importance de ces manœuvres et leur proximité impliquent des risques d'accident. Les principaux dirigeants de la planète vont donc se retrouver demain en Égypte pour une rencontre sans précédent baptisée Sommet des bâtisseurs de la paix, un sommet décidé à la hâte après la série d'attentats meurtriers en Israël, mettant en péril le processus de paix au Proche-Orient. Jacques Chirac est arrivé il y a quelques minutes dans cette station balnéaire des bords de la mer Rouge où nous retrouvons tout de suite en direct Daniel Bilalian. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir Bruno. Effectivement, les choses s'accélèrent ce soir. Le président de la République, Monsieur Jacques Chirac, vient à l'instant même, il y a quelques minutes, vous le voyez sur ces images, de débarquer sur l'aéroport de Sharm el-Sheikh, où il a été accueilli, c'est le premier hôte de marque à l'être, par le président égyptien qui reçoit ici ses invités, Monsieur Hosni Moubarak. Cet accueil sur l'aéroport de Sharm el-Sheikh a été aussitôt suivi d'un premier entretien bilatéral entre les 2 chefs d'État sur l'ensemble des problèmes du terrorisme. Il faut dire que tout au long de cet après-midi, des dizaines et des dizaines de chefs d'État, ministres des Affaires étrangères, chefs de gouvernement, 2 rois, le roi Hussein, le roi Hassan du Maroc, sont arrivés sur cet aéroport où nous avons suivi le ballet des avions qui n'a pas cessé depuis 14 heures maintenant. Guylaine Chenu, Jacques Gérard. C'est lui qui avait réclamé cette conférence. Il était l'un des premiers arrivés ce soir à Sharm el-Sheikh. Yasser Arafat, en quête de soutien. J'attends de cette conférence soutien et protection au processus de paix et le respect scrupuleux des accords de paix déjà engagés. 29 chefs d'État et de délégation ainsi que Boutros-Ghali au chevet du processus de paix. Un sommet préparé dans l'urgence avec pour commencer les problèmes d'intendance et de protocole. Ici, sur le coin d'une table, croquis à l'appui, on règle la place de Bill Clinton. Et dans les allées se côtoient déjà les nationalités et les points de vue. J'espère que nous pourrons aboutir à des conclusions concrètes, sinon le processus de paix va se trouver dans l'impasse et nous allons affronter de nouveaux problèmes. J'attends que cette conférence aboutisse à une position commune contre les adversaires de la paix. Pour les Américains, ce sommet pourrait être l'occasion d'isoler un pays comme l'Iran par une condamnation collective. Les Européens n'en veulent pas, ils feront valoir leur stratégie, celle du dialogue critique. Quant à la France, elle soutiendra tout renforcement de la lutte antiterroriste, mais refusera la constitution d'une internationale anti-islamiste. Dernier préparatif avant le sommet, c'est dans cette salle que commenceront demain les débats, avec autour de la table les grands de ce monde et 2 invités absents, la Syrie et le Liban.
Comme toujours, à l'occasion de grands événements comme cela, il y a les côtés anecdotiques. Il faut savoir que Sharm el-Sheikh est une petite cité balnéaire de 8000 lits et que les touristes qui étaient venus ici chercher la paix tout au bout du désert du Sinaï, eh bien, ont été rattrapés par l'actualité. Dans l'ensemble, ils font plutôt pas trop grise mine et ils acceptent volontiers la tenue de cette conférence. Reportage Michael Darmon, Christian Autin. Sharm el-Sheikh, petite station balnéaire du Sinaï égyptien, lieu de rendez-vous pour les grands de ce monde. À l'origine, on devait y parler de terrorisme. Sur les panneaux, c'est devenu plus prudemment le sommet des bâtisseurs de la paix. Une bonne raison néanmoins pour transformer Sharm el-Sheikh en place forte. Toute cette zone est protégée pour les présidents. C'est pourquoi c'est interdit aux voitures. Vous pensez que ce sommet sera efficace contre le terrorisme? Peut-être, peut-être. Ça sera peut-être bon, ça sera peut-être mauvais, mais bon, Dieu seul le sait. Délégations officielles, chefs d'État et touristes se côtoient dans cet hôtel. Des touristes venus chercher le silence du désert, enfin presque. Ça nous intéresse de voir toute cette agitation. De 1967 à 1982, Sharm el-Sheikh était sous contrôle israélien. Ancienne zone militaire transformée en base de loisirs où tout est bon pour développer le commerce, même un sommet contre le terrorisme. Avant-hier, quand j'ai entendu qu'il y avait ce sommet, j'ai compris que je pouvais gagner de l'argent avec ça. Alors j'ai imprimé ces t-shirts, il vient d'arriver ce matin et tout est parti, on n'a déjà plus rien. On en avait fait 600 et on vient d'en commander encore 400. Trouver la paix à Sharm el-Sheikh, c'était aussi un programme de vacances un peu perturbé pour certains. C'est vrai que l'hôtel est beaucoup plus plein que c'était prévu, qu'on a des chambres qui ne conviennent pas tout à fait à ce qu'on avait demandé, mais bon, on va essayer de s'arranger, de se débrouiller. Pour ces amoureux de la mer Rouge, ce sommet international est bien loin de leurs préoccupations. Ils préfèrent, et de loin, s'intéresser à la faune sous-marine de Sharm el-Sheikh. Revenons à la politique. Charles Anderlin, vous êtes à quelques mètres de moi, devant le Saint des Saints, là où aura lieu demain la conférence pour la paix, telle qu'elle a été rebaptisée. Charles ? Oui, ici, il y a des scènes assez surprenantes. Les touristes n'ont pas quitté l'hôtel où va se dérouler le sommet et des touristes côtoient des chefs d'État, des premiers ministres. Mais cette atmosphère bon enfant ne doit pas vous tromper. Le sommet est très important, les enjeux sont immenses. Vous l'avez dit, la lutte contre le terrorisme international, la poursuite du processus de paix au Proche-Orient. Alors Charles, sommet important pour 3 hommes en premier lieu. Oui, c'est le sommet de 3 hommes. 2 qui vont affronter leurs électeurs dans les prochains mois. Bill Clinton au mois de novembre, il est le parrain des accords entre Israël et l'OLP, et surtout Shimon Peres qui au mois de mai prochain devra affronter les électeurs israéliens. Et Shimon Peres, s'il perd les élections, cela risque d'être d'abord la fin de sa carrière politique, mais aussi la fin des négociations de paix au Proche-Orient. Et puis il y a Yasser Arafat qui fait face à une situation catastrophique, le bouclage des territoires palestiniens avec une crise économique très grave et des pressions israéliennes et américaines pour qu'ils renforcent la répression contre le Hamas. Merci Charles Anderlin. Témoignage également avec la présence d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, comme le président Jacques Chirac, témoignage de ces présidents qui veulent que ce processus de paix au Proche-Orient puisse continuer malgré les aléas de ces dernières semaines. Toute la rédaction de France 2 est donc mobilisée tout au long de cette nuit et toute la journée demain pour suivre cette conférence internationale. Nous aurons l'occasion demain également de vous présenter dans nos journaux de 13 h une page spéciale, journal spécial également de 20 h demain soir en direct de Sharm el-Sheikh, dont vous voyez ici des images, cette station balnéaire égyptienne installée tout au bout de l'Égypte, à la pointe sud de l'Égypte, au terme du désert du Sinaï, dont vous voyez ici les premiers contreforts. C'est ici, dans cette plage, dans ce paradis, que se traînera cette conférence demain. Nous aurons également l'occasion, dans notre journal de 20 h, de vous présenter une interview du président de la République, M. Jacques Chirac. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir. À vous, Bruno. Merci Daniel. Rendez-vous donc demain, 13 h, 20 h. Sur place en Israël, les opérations de répression continuent depuis le 3 mars. 265 Palestiniens ont été arrêtés par l'armée israélienne. À Jérusalem, pour France 2, Olivier Lerner. Les hommes ont été alignés en file indienne. Vérification d'identité, fouille au corps, interrogatoire, puis regroupés en rang serré sur la grande place de ce village, quelque part en Cisjordanie. Un certain nombre d'entre eux seront conduits directement en prison. Aucun signe de protestation n'est visible.
La police et l'armée israélienne ratissent large dans sa lutte contre le Hamas. Au pas de charge, c'est toute la Cisjordanie qui est passée au peigne fin. Dans les maisons, les moindres recoins sont inspectés. Sur cette carte d'état-major, chaque habitation porte un numéro. Un plan aérien détaillé qui permet aux soldats israéliens de faire du porte-à-porte sans oublier personne. Les prisons sont pleines à craquer aujourd'hui en Israël. Nous retrouvons tout de suite en direct de Jérusalem Olivier Lerner. Olivier, les Israéliens vont vivre ce mercredi dans une psychose de l'attentat. Oui Bruno, vous savez, la tension est montée d'un cran tout à l'heure lorsque la radio et la télévision israélienne ont annoncé qu'il y aurait un nouvel attentat demain matin, avant même l'ouverture de ce sommet antiterroriste. Alors si tel était le cas, évidemment ce serait un formidable pied de nez adressé aux chefs d'État du monde entier réunis à Sharm el-Sheikh. Vous savez, ici, peu de gens se font beaucoup d'illusions. Les leaders du Hamas n'ont pas été localisés. Le Hamas ne disparaîtra pas demain à l'issue de ce sommet. Alors comment les Israéliens s'organisent depuis 8 jours? Écoutez, c'est très simple. Ils ne prennent plus le bus. Ils ont acheté des véhicules individuels et puis les taxis ont fait fortune. Les Israéliens savent très bien qu'à l'issue de ce sommet, ils se retrouveront bien seuls face aux kamikazes du Hamas. Ils se retrouveront bien seuls pour régler une fois pour toutes ce problème très complexe. Merci Olivier Lerner, nous vous retrouvons vous aussi demain à 13h et 20h pour nos éditions spéciales. Yasser Arafat, on l'a dit, est l'un des initiateurs du sommet de demain. Après les attentats du Hamas, le chef de l'autorité palestinienne multiplie les gestes de bonne volonté. La police palestinienne continue les arrestations de militants islamistes et les opérations de ratissage. Nous retrouvons tout de suite en direct de Gaza notre envoyé spécial Éric Monnier. Éric ? Oui, vous avez raison Bruno. Aujourd'hui, la police palestinienne a ratissé à la recherche de militants du Hamas. En réalité, ils n'ont trouvé que des armes, mais des armes en abondance, des kalachnikovs, des mines, des roquettes. Une opération qui se voulait très spectaculaire, elle l'a été, elle était là pour être vue. Il y a eu aussi aujourd'hui 2 manifestations, l'une à la limite de la bande de Gaza, devant le poste militaire israélien, et une autre en ville, organisée par des femmes, au cri de oui à la paix, non à la faim. En réalité, ces manifestants voulaient protester contre la fermeture des territoires qui rendent difficile l'approvisionnement de Gaza. Alors on le voit ce soir, à la veille de la réunion à Sharm el-Sheikh, Yasser Arafat veut lancer un message aux participants de cette réunion. Ce message, il est simple et on peut le résumer ainsi. J'ai fait ce que vous m'avez demandé de faire, à vous maintenant de trouver des solutions pour sauver la paix. Merci Éric Monnier. Un appel à la grève générale a été lancé dans les camps palestiniens, notamment ceux situés en Jordanie, où un certain nombre de jeunes, ceux que l'on appelle la 3e génération, car ils sont nés dans les camps, se montrent tout disposés au rôle de martyrs de la cause. Reportage de nos envoyés spéciaux, Véronique Tavo, Jean-François Renou. Le camp de Wardat, à la périphérie d'Amman, l'un des fiefs de la résistance palestinienne en Jordanie. Un camp aujourd'hui très surveillé par les services secrets jordaniens, les Mourabarat. Jérusalem n'est qu'à quelques kilomètres d'ici, mais tout ce qui se passe en Cisjordanie ou à Gaza est vécu avec passion de ce côté-ci du Jourdain. 150 000 Palestiniens vivent dans ce camp où pauvreté, chômage et crise sociale s'aggravent un peu plus chaque année. Depuis la guerre du Golfe, ici aussi, c'est par le biais d'associations caritatives que les mouvements islamistes se sont petit à petit implantés. Aujourd'hui, tout comme à Gaza, le Hamas organise des distributions de nourriture ou des consultations gratuites dans les dispensaires qu'il dirige. Pas étonnant donc de voir ici la photo du fondateur du Hamas, Cher Yassine, côtoyer des informations pratiques destinées aux jeunes mères. Dans les cafés, si les vieux restent prudents et refusent de parler des récents attentats en Israël, les plus jeunes n'hésitent pas à dénoncer la normalisation entre la Jordanie et l'État hébreu, le processus de paix et la répression qui, selon eux, engendre la violence. La paix n'est pas réelle sur le terrain. L'occupation israélienne continue malgré le processus de paix. Tant que Jérusalem ne sera pas arabe, il n'y aura pas de paix possible entre nous. Les jeunes Palestiniens ressentent cette injustice et l'expriment par la violence. Yahya Yash, le martyr de la cause palestinienne, dans ce club sportif dirigé également par le Hamas, la référence est claire. Ils ont entre 18 et 25 ans et ils ont promis de venger la mort de leurs héros tués par les services secrets israéliens. Leur modèle, ce sont les kamikazes palestiniens. Ils ne veulent qu'une chose, aller à Gaza, rejoindre ceux qu'ils appellent leurs frères. Ayash, il est tout pour nous. Il s'est vengé, il nous a vengé de l'occupant, mais il n'est pas seulement sur le mur, il est dans nos cœurs. Aujourd'hui, tout attentat palestinien est une réponse aux attaques de l'occupant.
Des propos extrêmes, mais qui ne sont pas le fait d'un petit groupe isolé. L'intégrisme palestinien gagne ici du terrain et c'est ce qui inquiète aujourd'hui particulièrement les autorités jordaniennes. En direct d'Amman, Véronique Tavou. Véronique, il y a encore beaucoup de camps palestiniens en Jordanie et on vient de le voir, la plupart, notamment les jeunes, ont le cœur, il faut le dire, beaucoup plus proche du Hamas que de Arafat. Oui, absolument Bruno. On assiste ici à un phénomène de radicalisation, notamment chez les jeunes palestiniens, la troisième génération, ceux qui sont nés dans les camps. Ils ne croient plus dans le processus de paix, ils ne mettent plus leurs espoirs en Yasser Arafat, que certains vont même jusqu'à qualifier de traître à la cause palestinienne. Ces jeunes-là soutiennent volontiers un islamisme militant et actif, se rapprochent de groupuscules radicaux et sont prêts à mourir en martyrs. Un phénomène inquiétant, d'autant plus que l'on dit ici que des armes circuleraient dans certains camps, comme celui d'El Wardat, que l'on vient de voir à l'instant. Merci Véronique Tavou. Nous vous retrouvons vous aussi bien sûr demain pour voir comment la Jordanie a vécu cette journée de sommet en Égypte. Ce dossier du terrorisme est indissociable depuis la fin de la guerre de l'histoire du Proche-Orient. Avant même la création de l'État d'Israël en 1948, Juifs et Arabes se livraient en Palestine à une guerre terroriste alors que les organisations juives comme le Stern ou l'Irgun combattaient les Britanniques ou les Arabes avec des méthodes communément admises aujourd'hui comme étant terroristes. Dans ce que l'on appelle maintenant la mouvance islamique, la quasi-totalité des professionnels a été formée en Afghanistan dans les années 80. Rappel signé Bruno Ledreff. Afghanistan, 1979-1989. C'est ici qu'est née la mythologie qui inspire la plupart de ceux qu'on appelle les terroristes islamistes. Lorsque les soviétiques envahissent le pays, les Américains apportent leur aide aux Moudjahidines. 15 milliards de francs, la plus grosse opération secrète depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils financent, avec l'Arabie Saoudite, le groupe de Gulkoumir Hekmatyar, un islamiste des plus radicaux. Il y avait un accord entre Washington et Riyad. Pour chaque dollar versé par les Américains, les Saoudiens en donnaient un aussi. Le groupe d'Hekmatyar lutte bien contre les soviétiques. Il forme aussi les Moudjahidines qui vont porter la bannière du Coran dans le monde entier. On trouve des copies de cette cassette afghane en Algérie, à New York et dans les banlieues françaises. Les volontaires affluent. Il y avait des gens de partout, des Saoudiens, des Yéménites, des Algériens. Juin 91, les anciens d'Afghanistan manifestent pour la première et la dernière fois dans les rues d'Alger. Ils préféreront les maquis où ils formeront les cadres les plus expérimentés et les plus durs des GIA. Des Afghans encore qui recrutent et entraînent ces jeunes beurs français condamnés à mort au Maroc. Au nom de l'islam, ils ont tué 2 touristes espagnols à Tanger. Moudjahidines afghans, Hamas palestinien, GIA algérien, c'est au nom d'une même foi que ces groupes, sans lien les uns avec les autres, combattent avec les mêmes armes, la religion et le terrorisme. Ces 10 dernières années, la France n'a pas été épargnée par les attentats terroristes, que ce soit sur son territoire ou hors de ses frontières. Ces attentats laissent la justice assez souvent plutôt impuissante. Nous allons y revenir dans un instant avec notre invité, le garde des Sceaux, Jacques Toubon. Tout de suite, un rappel avec Philippe Boisserie. Pièce après pièce, les enquêteurs ont reconstitué le DC-10 du TA qui, le 19 septembre 1989, explose en vol au-dessus du Niger, 170 morts. L'avion livre de précieuses informations et mène le juge Bruguière sur la piste libyenne. Mais dans le puzzle judiciaire, les pièces principales manquent. La Libye refuse d'extrader ce que la justice française pointe du doigt. L'embargo imposé par les Nations Unies n'y change rien. Si la dernière tentative d'un émissaire français actuellement en cours échoue, l'enquête gardera un goût d'inachevé. L'été dernier, le conflit algérien déborde en France. Une vague d'attentats tue 8 personnes, en blesse près de 300 autres. Très vite, des réseaux sont démantelés dans l'Hexagone, mais les fils des commanditaires partent vers la Suède, la Grande-Bretagne ou l'Italie. Des demandes d'extradition sont délivrées, le temps passe et les victimes ne comprennent pas. Les 15 pays de l'Union européenne doivent montrer l'exemple par une coopération judiciaire entre les pays de l'Union, afin que les frontières judiciaires soient abolies, afin que des simplifications des procédures d'extradition permettent aux auteurs d'actes de terrorisme d'être jugés dans le pays où ils commettent des actes de terrorisme. Car face au terrorisme, la justice a bien du mal. Pour l'attentat du Drugstore Saint-Germain en septembre 1974, Carlos n'a été mis en examen qu'en février dernier. Avec nous en direct de son bureau du ministère de la Justice à Paris, Jacques Toubon, garde des Sceaux. Bonsoir, monsieur le ministre.
Est-ce qu'il n'est pas tout de même un peu désespérant pour les victimes des attentats de voir que les instructions, le plus souvent, se perdent dans les sables? Non, pas du tout, pas le plus souvent. Les principaux auteurs, par exemple, des attentats, de la grande vague d'attentats de 1986, ont été arrêtés, jugés, condamnés. Ici, vous l'avez dit vous-même, pour la vague d'attentats de cet été, nous avons déjà démantelé l'essentiel des réseaux et je pense que par exemple l'un des principaux responsables qui se trouve à Londres et qui est actuellement arrêté à Londres sera extradé par la justice britannique. Je pense qu'il faut, comme Mme Rudetsky l'a dit très justement, plus de coopération internationale. Depuis 9 mois que je suis au ministère de la Justice, je m'y consacre. Dans l'Union européenne, on est en train de négocier une nouvelle convention d'extradition. Et nous nous efforçons de faire en sorte que, face au terrorisme, les justices de chacun des pays soient plus transparentes et plus efficaces. Mais je ne peux pas laisser dire que nous n'avons pas retrouvé les auteurs. Au contraire, dans la plupart des cas, nous l'avons fait. Et pour l'attentat du DC-10, les choses sont tout à fait claires. Il faut que la Libye se conforme aux résolutions des Nations Unies. C'est les dispositions que nous prenons. Et je pense que nous y arriverons, croyez-moi. Cela dit, Jacques Toubon, à part Carlos, qui devrait être jugé dans les prochains mois, aucun grand responsable terroriste n'a été emprisonné, a fortiori jugé en France, que ce soit Abou Daoud sous l'actuelle majorité ou encore Anis Nakache sous les gouvernements socialistes. Est-ce que ça joue la sacro-sainte raison d'État? Est-ce que ça existe? Anis Nakache a été jugé, condamné et emprisonné. Il en est de même pour les attentats, pour les auteurs des attentats de 1986. Je crois qu'il ne faut pas du tout laisser croire, ce qui est contraire à la vérité, que la justice dans ces affaires ne peut pas passer. La loi que nous avons mise en place en 86 est efficace. Elle a encore donné des résultats, on l'a vu dans la poursuite des auteurs des attentats de l'été dernier. Et vous verrez qu'elle nous permettra, là aussi, de les arrêter, de les condamner. Je crois que il y a en France un appareil judiciaire et policier dans la lutte antiterroriste qui est particulièrement efficace. Et c'est vrai que nous pourrions souhaiter qu'il le soit autant dans tous les pays. C'est ce à quoi nous nous efforçons par la coopération internationale. Jacques Toubon, merci. Dans un instant, nous vous retrouverons pour parler de la politique gouvernementale en Corse. Nous restons sur le sommet de demain. En effet, les États-Unis espèrent que ce sommet réuni sur les bords de la mer Rouge se traduira à plus ou moins long terme par un isolement accru de l'Iran. Les 15 ne sont pas totalement sur la même longueur d'onde et ils se refusent à interrompre la politique dite de dialogue critique avec Téhéran. Il faut dire que la plupart des États européens attendent un développement des échanges économiques avec l'Iran, à commencer par l'Allemagne. Reportage de notre correspondant permanent, Jérôme Catala. Klaus Kinkel, le ministre allemand des Affaires étrangères, est le principal adepte du désormais fameux dialogue critique avec Téhéran. Et pour modifier son point de vue, il attend des preuves de l'implication iranienne dans les attentats en Israël. Nous sommes toujours d'avis qu'il est préférable de continuer à discuter plutôt que de s'engager dans une voie incertaine, celle de la rupture des discussions. Il faut se demander quel serait l'avantage si on arrêtait du jour au lendemain le dialogue critique. Il faut dire que les plus grandes entreprises allemandes comme Siemens, géant de l'électronique, Krupp ou Daimler-Benz, exportent leur production vers Téhéran. L'Allemagne est d'ailleurs le premier partenaire commercial européen de l'Iran. Chiffre d'affaires global, 2,3 milliards de Deutschmark, selon la Chambre de commerce germano-iranienne. Une rupture des relations entre l'Iran et l'Allemagne serait d'abord diplomatique. Et cela n'empêcherait pas forcément les exportations de continuer. En fait, tout irait presque bien entre Bonn et Téhéran si la justice allemande n'avait pas ouvert une enquête contre le ministre iranien des Renseignements, soupçonné d'avoir commandité l'assassinat d'opposants kurdes à Berlin en 1992. Alors demain en Égypte, le chancelier Kohl se trouvera dans une situation un peu délicate, comme coincé entre d'un côté la pression internationale et les accusations de la justice allemande à l'encontre de l'Iran, et puis de l'autre son souci de préserver le dialogue avec l'Iran et les intérêts des entreprises allemandes. Dans un instant, je vous le disais, nous évoquerons en compagnie de Jacques Toubon les critiques sur le fonctionnement de la justice en Corse. La situation dans l'île a été évoquée cet après-midi à l'Assemblée, et cela à l'occasion des questions d'actualité. Javi Tambert. L'Assemblée réclame des explications. Puisque le gouvernement prône le dialogue en Corse, les députés veulent aujourd'hui que l'on s'adresse d'abord à eux et d'abord à leurs collègues élus de Corse.
Il représente la Corse vraie, celle qui se détermine dans des élections et pas celle qui choisit les armes et le feu. C'est ça qu'il faut dire. C'est ici que la Corse est, au travers de ses représentants. La ligne affichée par le gouvernement, elle, ne varie pas. Fermeté dans la lutte contre la violence, mais concertation avec tous les représentants de l'île. Le gouvernement a ouvert un dialogue clair, transparent, sans exclusive. Personne n'a le monopole de ce dialogue. Ne vous en déplaise, il n'y a pas d'exception corse. Il y a en tout cas un état de droit que les pouvoirs publics promettent de restaurer. Les plus hauts responsables de la police et de la gendarmerie ont été envoyés à Ajaccio. Des promesses, des annonces, l'opposition et les élus corses attendent du concret. Que la situation soit difficile, tout le monde le sait, mais au moins faut-il qu'il y ait une ligne claire et visiblement on est en train de louvoyer. La fermeté doit se traduire, et c'est cela qui préoccupe les Corses aujourd'hui, par l'application de la loi, par une sécurité garantie, par une justice qui fonctionne normalement, et pour atteindre cet objectif, il y a encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail pour le gouvernement. Sur la Corse, il doit aujourd'hui convaincre. Jacques Toubon, vous êtes toujours avec nous en direct de votre bureau du ministère de la Justice à Paris. Alors tout de suite, une question sur le mitraillage du domicile d'un journaliste de Libération, spécialiste des affaires corses. Tout à l'heure, le syndicat de la magistrature, dans un communiqué, s'est déclaré indigné par l'attitude du gouvernement. Je cite ce communiqué. En alternant le silence et la langue de bois, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, vous-même, donnent la pleine mesure d'une politique de renoncement et de complaisance. Oui, le syndicat de la magistrature est dans son rôle. Le mien est beaucoup plus sérieux. Le mien, c'est de faire ce que j'ai fait avec le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire d'assurer dès samedi une protection à ce journaliste. C'est fait. C'est d'ouvrir une information judiciaire sur le mitraillage, ça a été fait. C'est d'ouvrir aujourd'hui une enquête préliminaire sur les menaces dont il aurait été l'objet encore hier et aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est la vraie façon qu'a l'État de protéger les journalistes et la liberté d'informer. Et ne comptez pas sur moi pour me mêler à des concerts de démagogie qui ne servent pas, qui ne serviront pas jamais la cause de la Corse. Vous savez, en Corse, ce gouvernement a une ligne très claire. D'abord, il faut qu'il remonte, et il ne peut pas le faire en quelques mois, une dérive qui remonte à 10 et 20 ans. On ne le fera pas en quelques mois. Mais nous avons des objectifs clairs, le dialogue politique avec tous ceux qui veulent le faire à main nue, librement. Deuxièmement, la paix publique. Le dialogue y compris avec des organisations. La paix publique, et nous en prenons les moyens. Et enfin, on l'oublie trop, le progrès économique et social et culturel, parce que la Corse en a besoin, et elle a en particulier besoin de la solidarité nationale. Le dialogue y compris avec des organisations comme le FNLC Canal Historique, François Léotard dit on ne discute pas, on ne parle pas, on ne négocie pas avec les terroristes. Écoutez, je crois qu'il faut être sérieux. À l'Assemblée de Corse, il y a des représentants de toutes les formations politiques, des formations politiques nationales, de droite ou de gauche, et puis des formations politiques locales. Et nous avons le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Paul de Roccassera, et nous, au niveau central, nous discutons dans des tables rondes qui se tiennent en particulier à l'Assemblée de Corse, avec tous ceux qui ont été élus à l'Assemblée de Corse. Et nous l'avons dit depuis le début, il n'y aura pas de retour à la paix publique et à la sécurité sans, d'une part, l'intégration de tous dans ce dialogue politique, de tous ceux qui veulent, naturellement, le conduire de manière démocratique, à main nue, et d'autre part, sans qu'il y ait le retour de la sécurité et de la paix publique, et c'est les dispositions que nous prenons, Jean-Louis Debré au titre de la police et moi au titre de la justice. Mais naturellement, il est plus facile de faire des proclamations médiatiques que de mener un travail comme nous le faisons, et dont vous verrez, Bonomazur, que nous obtiendrons des résultats tangibles, j'espère rapidement. Jacques Toubon, on a dit tout à l'heure que plusieurs centaines de militants islamistes ont été arrêtés ou interceptés, interpellés en France. Il y a effectivement aujourd'hui aux alentours de 150, 120 à 150 de ces militants qui ont été interpellés, qui sont pour beaucoup en détention provisoire, car c'est un mouvement qui s'étend et que nous devons juguler à titre préventif
avant qu'il ne frappe. Voilà, précisément, est-ce que selon vous, selon les informations que vous pouvez donner, il y a encore des menaces terroristes sur le territoire français, du GIA ou d'autres? Je confirme tout à fait ce que Jean-Louis Debré a dit. Nous ne pouvons absolument pas exclure de voir ressurgir des réseaux, des groupes qui commettent de nouveau des attentats. C'est pour ça qu'il faut que nous conservions, vous le savez, une bonne partie du plan Vigipirate à titre préventif. Et c'est pour ça surtout qu'il faut que, comme nous le faisons, nous donnions à la justice et à la police judiciaire tous les moyens pour essayer, vous le voyez, toutes les semaines, on arrête des pourvoyeurs de fonds, on arrête de ceux qui trafiquent des armes, on arrête de ceux qui protègent les terroristes. Et puis, je pense que pour ceux qui sont effectivement liés directement aux attentats qui se sont produits l'année dernière, je pense que nous pourrons les poursuivre et les juger le plus rapidement. Nous avons, encore une fois, je le répète, dans notre pays, un arsenal qui nous permet de faire face, malheureusement. Nous sommes, c'est vrai, un pays visé, parce que nous tenons dans le monde une place très importante, et parce que nous ne voulons pas subir la menace islamiste. C'est parce que nous ne voulons pas céder que les terroristes essayent de nous impressionner. La seule façon de les faire échouer, c'est d'avoir le courage et la détermination de ne pas céder à leur chantage. Merci beaucoup Jacques Toubon d'avoir répondu à l'invitation de la rédaction de France 2. Justice toujours avec l'ouverture devant le tribunal correctionnel de Marseille du procès de Francis Vandenberg, jugé pour sa participation présumée à un important trafic international de drogue. Vandenberg, qui n'a de belge que son surnom, est l'une des dernières grandes figures historiques du banditisme en France. Compte rendu d'audience, Valérie Hermite, Raymond Chaplard. Comme l'on disait autrefois, il porte beau, Francis le Belge. La légende a fait de lui un parrain, presque un mythe. Mais l'un des caïds les plus célèbres de Marseille n'aime pas pour autant les caméras. Il y a des gens qui veulent passer devant la caméra, ils vont au défilé de mode. Moi, je ne suis pas ici pour m'amuser, je joue ma vie ici. Donc, alors, la caméra, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéressera à la fin, quand vous aurez entendu le procès. Cette fois, car il y en a eu bien d'autres, le Belge est tombé à cause de Scapula, dit la balance. Un chimiste de la French Connection repenti qui l'a donné à propos d'un trafic de 20 kilos d'héroïne. Le caïd a alors été arrêté en Belgique. Il y a 0, triple 0. Voilà. Il y a une affaire inventée de toutes pièces. Voilà. Vous savez, dans les pays de l'Est, on faisait des procès, on manipulait. Dans les pays de l'Est, on me fait exactement le même. Ouais. Un coup monté selon le Belge. Rien dans le dossier selon ses avocats qui ont plaidé de nombreux cas de nullité de procédure. La justice belge n'a extradé Francis Vandenberg que pour des faits commis sur le territoire français. Or, selon la défense, il n'y a dans le dossier que des faits qui se seraient déroulés à l'étranger. Le tribunal a décidé de joindre au fond ces incidents de procédure, c'est-à-dire qu'il faudra attendre pour savoir si Francis le Belge devait, oui ou non, être jugé à Marseille. Patrick Sébastien a été condamné aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris à 30 000 francs d'amende pour avoir interprété une chanson parodique, Casser du noir, grimée en Jean-Marie Le Pen. Les organisations antiracistes ont obtenu 1 franc de symbolique de dommages et intérêts. Le tribunal a déclaré que le délit de provocation à la haine raciale était constitué. Sport et tout d'abord basketball en quart de finale de Coupe d'Europe. Déception ce soir en Béarn. Pau Orthez a en effet été battu, on va le voir en images j'espère, par le CSK Moscou, 104 points à 89. Les images, les voilà. Les Béarnais ne sont donc pas qualifiés directement pour la finale à 4 en avril prochain à Bercy, à Paris. Il leur faudra auparavant disputer une belle face aux Russes dans 2 jours et, hélas pour eux, toujours à Moscou. Le Paris-Nice cycliste Laurent Jalabert a profité de la 3e étape pour s'emparer du maillot blanc de leader. Reportage de nos envoyés spéciaux Jean-René Godard, Pierre Lepetit. Dans un instant, le temps d'aller... Voilà. Ce matin à Vassivière, comme pour tous les coureurs, la signature traditionnelle, obligatoire avant le départ. Ensuite, les retrouvailles dans le peloton avec son jeune frère Nicolas, 22 ans. Puis, le contre sur une accélération dans le final de l'Américain Lance Armstrong, au cœur des monts du Cantal. Enfin, l'offensive, réfléchie, préparée dans l'ascension finale vers Chalvignac. Et ce regard terrible derrière pour constater les dégâts. Jalabert l'emporte
au sommet de Chalvignac. Au classement général, Armstrong et Borman sont à 20 secondes. Je suis très satisfait de cette condition actuelle, bien que je sois encore loin de mon meilleur niveau. Mais je crois qu'à chaque moment de l'année, il faut savoir prendre ce qui passe avec la condition que l'on a. Et pour l'instant, ça va pas trop mal. Après Londres, Milan et avant New York et Tokyo, Paris présente depuis hier les collections de prêt-à-porter pour l'hiver prochain. Au total, 86 défilés en 10 jours devant quelques 2000 journalistes et 800 acheteurs venus de 40 pays différents. Ce soir, Marie-Josée Le Picard et Bernard Connor nous emmènent chez Dior. Déjà dans la mode, c'est l'hiver prochain. Christian Dior ouvre le prêt-à-porter dans la salle Charlotte Rampling et Patricia Cass. L'année prochaine, en 97 justement, la maison Dior fêtera ses 50 ans, un demi-siècle. 3 générations de femmes pour qui Dior a été le synonyme de mode peuvent s'y retrouver dans la collection. Les années 60, robes 3 trous, les premières mini-robes portées sous des petits manteaux structurés. Le caban en vernis, une seule couleur, de l'encolure au talon. Taille fine, jupe souple, cheveux permanentés tirés par des peignes. C'est l'après-guerre et le new look avec la redingote bien juponnée. Long manteau étui des années 70. Années 80, transparence, dentelle, corset détourné en corsage. Mais pour le grand soir, les robes longues, est-ce qu'il y a une mode? Il y a surtout du charme. Je vous rappelle demain à 13h et à 20h, édition spéciale de la rédaction de France 2, consacrée bien sûr à la tenue du sommet antiterroriste en Égypte. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Rémi Roche recevra Roland Jacquard, le président de l'Observatoire international du terrorisme. Dernier journal tout à l'heure vers minuit 30 en compagnie de Patrice Romden. Bonne fête aux Justines et bon anniversaire à Liza Minnelli, 50 ans tout juste aujourd'hui. Dans un instant, la météo, Laurent Romeshko. Excellente soirée, merci.